Bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer tranquillement pour pas prendre trop de retard. C'est la bonne solution pour ne pas finir en retard. Merci à toutes et tous pour votre venue. Merci beaucoup aux conférenciers qui nous viennent de différents pays, j'allais dire, enfin, principalement de France, mais aussi de Suisse et du Burkina. Je suis très content d'ouvrir cette conférence qui est co-organisée par le département droit de l'Université du Luxembourg et l'ONG SOS Fin. Alors, je suis très content d'ouvrir cette conférence pour trois raisons. Euh, la première, c'est que la Déclaration des droits des paysans n'a pas fait l'objet d'importantes études juridiques. Alors, il y en a, mais il n'y a pas eu, en tout cas à ma connaissance, de conférence qui soit spécialement dédiée et réservée aux juristes. C'est l'occasion à la fois pour les juristes de s'intéresser à une déclaration qui n'a pas, en dehors des milieux concernés, suscité un engouement particulier et ça peut les amener, on le verra au cours de la journée, à renouveler leur regard sur des questions plus classiques. Mais c'est aussi l'intérêt pour cette déclaration que de bénéficier des réflexions de spécialistes, soit de questions d'alimentation ou de paysannerie directement concernées, mais aussi d'autres questions qui vont avec leur connaissance, expérience, pouvoir éclairer aussi la déclaration et en approfondir certains aspects. Deuxième source de satisfaction, c'est la collaboration entre l'université et la société civile luxembourgeoise. Je pense que c'est une des missions de l'université que de être en partenariat, à l'écoute et au service de la société civile. Et j'espère que je suis convaincu que cette collaboration aujourd'hui sera fructueuse pour les deux parties à la fois la pratique qui n'est pas une pratique purement d'application, mais aussi réflexive, le regard plus abstrait, intellectuel de l'université vont utilement se compléter. Et puis le troisième plaisir, beaucoup plus personnel, parce que, faut quand même bien le dire, je ne suis absolument pas un spécialiste de la Déclaration des droits des paysans, raison pour laquelle d'ailleurs je n'interviens pas du tout aujourd'hui en réalité. Le plaisir tout à fait personnel, c'est que je suis d'une famille de paysans depuis des générations et alors c'est des questions que je connais par ce biais-là et avec une culture principalement de surproductivistes de grandes fermes du nord de la France, mais aussi le hasard veut que dans la famille de ma mère, par les méandres de l'histoire, se trouve un cousin qui était un des meneurs de la résistance du Larzac dans les années 70, et beaucoup plus proche cette fois de la Confédération paysanne et de la Déclaration des droits des paysans. Et c'est un plaisir personnel aussi que d'être là aujourd'hui. Pour le programme, vous le connaissez, je ne vais pas le reprendre et je vais simplement maintenant laisser la parole à Raymond Weber, le président de SOS Fin, qui viendra compléter l'ouverture pour concrétiser ce partenariat de l'université et de SOS Fin. Merci David. Une cordiale bienvenue de la part d'SOS Fin à toutes les participantes et participants de cette conférence consacrée à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysannes et des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, que nous appelons pour plus de facilité appelées UNDROP, la
pendant toute la conférence parce qu'autrement c'est un peu long. Remerciements plus particuliers à David Yeh, professeur, ainsi qu'au département de droit de la faculté de droit, d'économie et de finances de l'Université du Luxembourg pour la conception intellectuelle et la réalisation matérielle de cette conférence. Dans ce contexte, je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude à notre collègue Marine Lefebvre, qui porte chez nous ce texte de l'UNDROP, ainsi que les suites qu'il faut lui donner au niveau national et international, et cela avec beaucoup de compétences et d'engagement. Remerciements enfin aux différents intervenants dont les regards croisés juridiques ne manqueront pas de nous aider dans la mise en œuvre de cette importante déclaration. SOS Fin Luxembourg lutte depuis plus de 30 ans contre la faim et la pauvreté en milieu rural, en appuyant les paysans et leurs familles en vue d'atteindre la sécurité alimentaire de façon durable. Aujourd'hui, sur la base de nos valeurs de dignité, de justice, de solidarité, d'équité, d'engagement et d'émancipation, nous nous engageons pour une politique agraire diversifiée et riche en ressources nutritives. Nous le faisons dans une démarche caractérisée par l'humilité, la patience, le respect de l'autre, la recherche constante du dialogue, en considérant nos interlocuteurs et partenaires comme des personnes détenteurs de ressources propres, dépositaires d'une expertise partagée, détenteurs de droits et capables de porter collectivement la communauté de manière active et responsable dans un écosystème civique et politique basé sur la solidarité. La justice sociale aussi y intervient, tout comme la gestion responsable des ressources naturelles. Dans cette démarche, ce qui nous importe, c'est d'accompagner les acteurs engagés dans la souveraineté alimentaire et l'édification de systèmes alimentaires durables et équitables, de respecter pleinement l'autonomie de nos partenaires et d'être en position d'apprentissage sur les contextes socioculturels. Ce qui nous guide aussi, c'est d'aider au financement de dynamiques endogènes concernant tant la souveraineté alimentaire que le développement de processus démocratiques de gouvernance tournés vers les transitions agricoles et alimentaires, ainsi que le progrès social. Nous sommes dès lors convaincus qu'il ne peut y avoir de développement durable sans le respect de principes fondamentaux relatifs aux droits humains comme la non-discrimination, la participation, l'état de droit. Ces droits doivent être au fondement de la coopération internationale. C'est pourquoi notre ONG a adopté une approche fondée sur les droits humains qui nous sert de cadre conceptuel appliqué au processus de développement humain. Il s'agit à travers cette approche d'analyser les inégalités qui sont au cœur des problèmes de développement et de lutter contre les pratiques discriminatoires et la distribution inéquitable du pouvoir qui entravent l'accomplissement de progrès en matière de développement et ont souvent pour conséquence de laisser pour compte des groupes entiers de population. Une telle approche fondée sur les droits humains comprend l'ensemble des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, ainsi que le droit au développement. Elle exige que les principes relatifs aux droits humains, tels que l'universalité, l'indivisibilité, l'inaliénabilité, l'égalité, l'équité, la non-discrimination, la participation, la responsabilité, guident notre action en matière de coopération pour le développement et s'attache principalement à renforcer la capacité des débiteurs d'obligations à s'acquitter de leurs obligations et celle des détenteurs de droits à revendiquer leurs droits. Il n'est donc pas étonnant que nous nous sentons à SOS Fin Luxembourg profondément concernés, non seulement par le droit au développement, texte de 83, et dont nous espérons une refonte dynamique tournée vers plus de justice sociale, mais aussi par l'UNDROP, adopté par l'AG de l'ONU en décembre 2018.
Dans nos regards croisés juridiques d'aujourd'hui, n'oublions pas que, alors que les petits agriculteurs et les paysans nourrissent environ 70 à 80% de la population mondiale, ils représentent aussi 80% des personnes affamées dans le monde et 70% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Outre leur exposition disproportionnée à la dégradation de l'environnement, aux substances toxiques, aux fléaux terroristes, à l'accaparement des terres et au changement climatique, les paysannes et les paysans et les travailleurs agricoles souffrent également des fardeaux causés par la pauvreté, la faim et la malnutrition. Plus récemment, leur situation s'est encore aggravée par les crises sanitaires et énergétiques, ainsi que son impact négatif sur la crise alimentaire et les coûts de la vie. L'UNDROP est une reconnaissance des droits et des contributions des paysans et des travailleurs ruraux, tout comme elle est un appel à la justice, fondé sur l'aboutissement des réclamations et des luttes de la paysannerie mondiale. Il est par ailleurs un plan d'action pour que les gouvernements respectent, protègent et réalisent les droits des paysans et des paysannes, veillent à prévenir tout préjudice. L'UNDROP fournit enfin un cadre permettant une transition juste vers un système alimentaire où la biodiversité et les droits humains pourront pleinement s'épanouir. C'est donc avec un grand intérêt que je vais suivre vos interventions tout au long de cette journée. Merci d'être venus partager vos idées et réflexions avec nous au sein de l'Université du Luxembourg. Non, c'est vrai que c'était juste. Mais en plus, j'ai pas pu. Je peux même pas raccrocher au discours de Raymond, mais je fais en quelques minutes très brèves. C'était pour donner quelques circonstances sur pourquoi aujourd'hui, en ce mois d'avril 24, l'UNDROP est arrivé à l'Université de Luxembourg. Ben, finalement, il faut revenir 10 ans en arrière. Christophe nous fera l'historique de toute la déclaration, mais il y a 10 ans, c'est un paysan d'Indonésie, Henri Saragi, qui arrive au Luxembourg à l'invitation de Jean Feider. Jean Feider qui était à l'époque ambassadeur du Luxembourg à Genève et qui s'intéressait beaucoup au mouvement paysan, qui avait fait donc ces rencontres importantes et qui a donc invité Henri Saragi à venir rencontrer Jean Hasselborn pour exposer ce projet de déclaration. Et à ce moment-là, Jean Feider, qui était membre de SOS Fin, nous a invités à participer. C'était la première marche, il nous mettait un peu le pied à l'étrier de nous intéresser à cette déclaration. Et après, on a pu accompagner, rencontrer les acteurs principaux. Et il faut vraiment souligner que Luxembourg s'est distingué particulièrement en soutenant, en votant d'abord en 2018 pour cette déclaration, le seul pays avec le Portugal à oser se prononcer en faveur de cette déclaration. Et puis, beaucoup plus récemment, grâce au mandat du Luxembourg au Conseil des droits de l'homme, il a pu soutenir en étant dans le corps groupe des pays qui déposaient une résolution pour la création d'une procédure spéciale en faveur du droit des paysans. Il a vraiment fait un remarquable geste. Et voilà, donc c'est important qu'aujourd'hui on puisse être ici à l'Université de Luxembourg et donner envie à des nouveaux chercheurs de continuer à travailler sur cette discipline. Merci et bonne journée. Donc, il y a eu cette discussion sur le langage agréé, donc les droits humains qui existent déjà, droits civils et politiques, droits économiques et culturels, mais aussi tout ce qui est agréé en dehors du système des droits humains, à la FAO par exemple, sur le droit au semence, sur le droit à la terre. Et puis aussi toute les conventions de l'OIT. Et puis donc, alors voilà, donc on avait quand même une bonne base pour rédiger cette déclaration. Au final, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi des États qui étaient contre les droits collectifs. Alors au début, il y avait dans le premier article, en gros, ça disait tous les droits étaient collectifs. Maintenant, il n'y a plus vraiment cette dimension, je vais l'expliquer. Mais il y a quand même des mentions à des droits individuels et collectifs dans certains droits, comme le droit à la terre. Donc, le seul droit qui est vraiment nouveau dans cette déclaration, c'est le droit à la souveraineté alimentaire. Parce qu'en effet,
sur le droit à la souveraineté alimentaire, il n'y a pas de texte international, il n'y a pas de langage agréé par les États au niveau international avant cette déclaration. Il y a évidemment le texte de Nyénéni, il y a des textes de la société civile qui ont été adoptés sur ce sujet de la souveraineté alimentaire, mais pas au niveau international, pas par les États. Donc ça a été une des avancées, et on va voir comment ça a été formulé en texte, mais c'est complètement conforme à la déclaration de Nyénéni qui vient de la Via Campesina et de ses alliés. Ensuite, une autre étape importante, ça a été la définition du paysan, et même le titre paysan, en fait, dans le titre, parce que ceux qui étaient contre la déclaration, les Anglais, et d'autres disaient, mais nous, on connaît la langue anglaise et on sait on ne peut pas utiliser paysan, il faut utiliser farmer, ça ne va pas paysan. Et donc, heureusement, on a eu un professeur de l'université de New York, Mark Edelman, professeur d'anthropologie qui travaille depuis 40 ans sur ces questions, qui est venu, qui a fait un papier sur qu'est-ce que c'est un paysan, l'histoire de la paysannerie, et qui a expliqué que oui, en effet, pendant le Moyen-Âge, c'était utilisé de manière discriminatoire contre les paysans, mais que c'était réclamé aujourd'hui et que les organisations paysannes voulaient être reconnues comme paysans, voulaient que leur vie comme paysans et paysannes soit reconnue et leur dignité aussi. Et donc, voilà. Et à partir de là, il n'y a plus de discussion sur ce titre. Et voilà, c'était très bien qu'il soit aussi anglophone, comme ça, il n'y avait pas de... Et puis après, on avait des autres pays anglophones comme l'Afrique du Sud qui défendaient, enfin bref. Et après, on se rend aussi compte qu'en français, par exemple, la Confédération paysanne, en France, c'est comme ça, en Suisse aussi, c'est l'Association suisse des paysans. Et puis en Amérique latine aussi, Campesina est beaucoup plus utilisé que peut-être dans d'autres régions du monde. Donc voilà, selon les langues, ça résonnait plus ou moins bien, mais il y a eu vraiment au début cet argument des Anglais de dire qu'on ne pouvait pas utiliser ça, qui a été réfuté par un prof new-yorkais qui nous a fait beaucoup de bien. Et donc, ensuite, donc on a eu cette négociation en fait, en 2012, on a décidé de négocier une déclaration. Il y a eu 5 semaines de négociation, donc c'était 5 mois de négociation de 2012 à 2018. Ça paraît long ou court, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était 20 ans pour la déclaration sur les peuples autochtones. Et donc, mais en fait, c'est 5 semaines seulement. Ça veut dire 1 semaine par année de négociation. C'est pas tant que ça. Et en fait, on n'a pas eu, je ne sais pas comment c'est dans les autres instruments que vous avez peut-être étudiés, mais là, on n'a pas eu un texte avec vous voyez, des changements proposés. Ça a été chaque fois donné. À chaque nouvelle session, il y a eu un mandat qui a été donné à la présidente pour rédiger un nouveau texte. Et puis à partir de là, on donnait nos positions pour ou contre les articles. Mais il n'y a jamais eu une négociation mot par mot du texte. Et, pardon? Oui. D'accord. Okay. D'accord. D'accord. Voilà, donc on a cette déclaration qui a en fait, la négociation se termine en 2018. Il faut savoir que c'est la Bolivie qui, toutes les négociations, a mené cela, c'est-à-dire qu'elle a eu la présidence depuis le début. Quand on commence un processus comme ça à l'ONU, et Marine a souligné le rôle du Luxembourg qui est absolument capital, il faut un État qui prend le lead. Et on a eu, pourquoi la Bolivie? Parce que le président d'alors, c'était Evo Morales au début, et Evo Morales est un des fondateurs de la Via Campesina. C'est aussi un indigène, un autochtone qui savait l'importance de la déclaration sur les droits autochtones de l'ONU. La Bolivie en 2008 a été le premier pays qui a intégré cette déclaration sur les droits des peuples autochtones dans son droit national. Et donc il y avait une volonté de soutenir la Via Campesina et une compréhension de l'utilité d'une déclaration des Nations Unies. Donc voilà, donc la Bolivie a poussé. Et depuis le début, il y a eu un corps groupe, on appelle ça, donc on essaie d'avoir le plus possible d'États. Et le Luxembourg aussi était au début dans ce corps groupe. Et puis, comme Marine vous l'a dit, il est aussi l'année passée pour créer un mécanisme de contrôle. Et donc, cette déclaration est adoptée à Genève en septembre 2018 et à New York ensuite en décembre 2018 par un vote à la majorité. Ça aussi, c'est différent que dans d'autres instances. Par exemple, à l'OMC, c'est par consensus. Il y a plein d'endroits où c'est des consensus. À Genève et à New York, c'est par vote. Et donc, même si vous avez, dans ce cas-là, il y avait plus de 50 États qui se sont abstenus, 8 qui ont voté contre, mais 121 États qui ont voté pour à New York. Et donc, ça suffit largement pour avoir cette déclaration qui est adoptée. Ensuite, on va regarder un petit peu le contenu.
Voilà. Donc, ça commence toujours, ces déclarations de l'ONU, par un préambule, dans lequel on rappelle les raisons qui ont mené à cette adoption. C'est la même chose pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, de 1948. Ensuite, il y a l'article 1, c'est sur la définition des paysans et paysannes et des autres personnes travaillant en milieu rural. Donc ça, c'était aussi une des... en fait, quand on a conseillé la Via Campesina sur sa déclaration adoptée en 2009, on leur a dit que c'est bien de définir. On va savoir de quoi on parle, qui a besoin d'être protégé. Et il faut savoir, dans la déclaration sur les droits des peuples autochtones, il n'y a pas de définition. Okay, en partie parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord, les États, en partie parce qu'on a dit on veut que les gens puissent s'auto-déterminer en tant qu'autochtones. Mais bref, donc il y a une définition dans cet article 1. Donc, c'est une personne qui mène une activité seule ou en association avec d'autres ou au sein d'une communauté. Et avec ça, en fait, on peut quand même dire qu'il y a une dimension collective dans ces droits qui sont reconnus, à une activité de production agricole à petite échelle, de subsistance et ou de destinée au marché, qui s'appuie largement, mais pas nécessairement exclusivement, sur la main-d'œuvre de la famille ou du ménage et d'autres formes non monétaires de travail, qui a un lien particulier de dépendance et de rattachement à la terre. Okay, ensuite, on décrit les activités dans lesquelles ces personnes peuvent être engagées. Donc, il y a l'agriculture artisanale à petite échelle, plantation, élevage, pastoralisme, pêche, sylviculture, chasse, cueillette, artisanat, etc. Ça s'applique aussi aux membres de la famille, okay, donc ce n'est pas uniquement les paysans, mais aussi les membres de la famille. Ensuite, la déclaration s'applique aussi aux peuples autochtones, nomades, par exemple, et aux sans-terre. Et ensuite, finalement, l'article 1.4, ça s'applique aussi aux travailleurs agricoles, même dans les entreprises agroalimentaires, par exemple, les entreprises agricoles. Donc ça, c'est aussi très important. Et donc, du coup, il y a toute une autre partie du droit, par exemple, de l'OIT qui est là. Et il y a, par exemple, une convention sur la santé dans l'agriculture qui a été incluse dans l'article de la déclaration. Ensuite, l'article 2, c'est sur les obligations des États. Et dans la déclaration de la Via Campesina de 2009, il n'y a aucune obligation. C'est un très court texte de proclamation de droit. Mais à un moment dans les négociations, on s'est dit que c'était bien de mettre des obligations des États pour que ce soit plus précis. Et donc, en fait, il y a des obligations générales dans l'article 2. Et ensuite, dans chaque article, il y a le droit et les obligations correspondantes de l'État. Donc, il y a une typologie qu'on utilise en droit international depuis 20 ans qui est respecter, protéger et réaliser. Et respecter, c'est ne pas, par exemple, chasser des paysans et paysannes de leurs terres. Protéger, c'est protéger contre des activités de tiers, comme des entreprises. Et réaliser, c'est par exemple une réforme agraire ou un développement rural ou encore une aide alimentaire. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Là, on dit, par exemple, dans le 4, que les États élaboreront, interpréteront, appliqueront les normes et les accords internationaux pertinents de manière compatible avec les obligations de la déclaration et des droits des paysans. Okay, donc ça, on utilise, par exemple, quand on a des discussions sur le droit de semence et les droits de propriété intellectuelle, pour dire que ça veut dire que les instruments de droit de la propriété intellectuelle, y compris sur les semences, doivent être interprétés, mis en œuvre et les futurs élaborés en tenant compte du droit aux semences et du droit d'alimentation des paysans et paysannes. Ensuite, le 6, c'est sur les obligations de coopération internationale. Ensuite, on a l'article 3 sur la non-discrimination et l'égalité, les deux principes fondamentaux en droit international des droits humains depuis la Déclaration universelle de 1948. Article 4, les droits des femmes rurales. Il y a tout un article sur les droits des femmes rurales, en particulier de ne pas être discriminées dans toute une série de choses, notamment l'accès à la terre. Savoir qu'il y a une convention de l'ONU contre la discrimination contre les femmes qui a été largement reprise. 5, c'est le droit d'avoir accès aux ressources productives, ressources naturelles. 6, droit à la vie. 7, droit à la reconnaissance de la personnalité juridique. 8, droit à la liberté de pensée, religion, opinion. 9, droit des organisations de se syndiquer ou bien de créer des organisations paysannes pour défendre ses intérêts. 10, le droit de participation. Ça, c'est un droit absolument clé dans cette déclaration parce que le droit à la participation permet de participer à des processus de décision, que ce soit au niveau local, national, régional ou international. 11, c'est le droit à l'information. 12, le droit d'avoir accès à la justice. On sait que dans les zones rurales, voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, 13,
c'est le droit au travail, qui comprend un droit à une rémunération qui est suffisante pour un niveau de vie adéquat, par exemple pour les travailleurs ruraux. 14, c'est les droits dans le segment travailler dans la santé et la sécurité. Donc cette convention de l'OIT qui a été reprise. 15, c'est le droit à l'alimentation et le droit à la souveraineté alimentaire. Et donc le droit à l'alimentation, c'est repris de ce qui existe déjà en droit international. Et ce droit à la souveraineté alimentaire, donc c'est la première fois qu'il y a une reconnaissance du droit à la souveraineté alimentaire dans un instrument international. Et en fait, c'est dans cet article 15.4. Donc, les paysans ont droit de définir leur système alimentaire et agricole, droit reconnu par des États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire. Ce droit inclut le droit de participer au processus de décision concernant la politique alimentaire agricole et le droit à l'alimentation. Ensuite, les États élaboreront avec les paysans des politiques publiques au niveau local, national, régional et international visant à promouvoir et protéger le droit à l'alimentation, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, ainsi que des systèmes alimentaires durables et équitables, contribution à la protection des droits de la déclaration. Donc c'est la première fois que cette souveraineté alimentaire est reconnue par les États. Et en fait, vous voyez, il y a c'est dit droit reconnu par des États et régions. Hein, c'est un peu le compromis. Parce qu'en fait, est-ce que ça veut dire que c'était un peu ça l'idée derrière. Parce qu'en effet, c'est le seul droit pour lequel on n'a pas eu de langage agréé, comme je vous ai dit, et donc c'était compliqué. Mais par contre, dans de nombreuses publications, on a pu démontrer que voilà ce que c'est être connu. Donc, bref, voilà. Donc, mais ce n'est pas reconnu au niveau international. Donc, il y a eu cette formule pour qu'on puisse garder la souveraineté alimentaire dedans. 16, c'est le droit à niveau de vie suffisant. Okay. Notamment qui comprend un prix équitable pour les paysans et paysannes quand ils vendent leurs produits qui leur permettent de se nourrir. 17, c'est le droit à la terre. Et donc voilà, c'est explicitement individuellement et ou collectivement. Okay. Donc il y a le droit à la protection de la terre. C'est marqué aussi que ça comprend terre, plan d'eau, zone de pêche, pâturage, forêt, etc., etc. Et le but, pour assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit pour vivre en sécurité dans la paix et la dignité et développer leur culture paysanne. Donc ce n'est pas uniquement un but économique de l'utilisation de ces ressources, ce droit à la terre. C'est aussi pour avoir un endroit où vivre en sécurité, en paix, dignité et développer les cultures. Ensuite, le 18, c'est le droit à l'environnement. Le 19, c'est le droit aux semences. Et donc là, il y a le premier article reprend cette convention de la FAO, vendre, etc., les semences paysannes, les semences de ferme. Et puis, mais ça va beaucoup plus loin dans cet article. Il y a aussi le droit de contrôler, protéger, développer les semences paysannes. Quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que les États, c'est 19.6, les États prendront les mesures appropriées pour appuyer les systèmes de semences paysannes et favoriser l'utilisation de semences paysannes et l'agrobiodiversité. Alors que depuis 150 ans, c'est le contraire. Semences commerciales et industrielles et pas les semences paysannes. Là, il y a un engagement fort de favoriser aussi, de promouvoir les semences paysannes. 20, c'est le droit à la diversité biologique. 21, le droit à l'eau potable et l'assainissement. Et en droit d'ensemble des droits humains, le droit à l'eau reconnaît le droit à des besoins, les besoins domestiques. Tandis que dans cet article, pour la première fois, on reconnaît que le droit à l'eau inclut, par exemple, l'irrigation pour les paysans et les paysannes. 22, c'est le droit à la sécurité sociale. Vous savez peut-être que c'est le droit reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais en tout cas, 70% de la population mondiale n'a accès à aucun système de sécurité sociale, et en particulier dans les secteurs informels comme l'agriculture ou la paysannerie. 23, c'est le droit à la santé. 24, c'est le droit à un logement. 25, c'est le droit à une formation adéquate. Ce n'est pas le droit à l'éducation primaire, hein, on ne parle pas du droit des enfants à l'éducation, mais le droit à une formation adéquate pour les paysans et paysannes, y compris sur l'agroécologie. 26, c'est les droits culturels. Et puis après, 27,
à 27, c'est la responsabilité des organisations internationales. Il y a une obligation, enfin, il y a une responsabilité des organisations internationales, de l'ONU et d'autres, de promouvoir la déclaration. Et donc, on s'appuie là-dessus quand on discute, par exemple, à la FAO, du rôle de la FAO dans la promotion de la déclaration. Il y a un exemple, ils font la promotion de la déclaration en Europe de l'Est depuis 4 ou 5 ans de façon assez admirable, mais il ne se passe pas grand-chose ailleurs. Voilà. Et l'article 28, c'est un article normal qu'on met pour dire que cette déclaration ne peut pas être utilisée pour restreindre des droits fondamentaux, comme par exemple dans d'autres traités. Mais ce qui était très important, et certains vont essayer de mettre qu'en fait, vous pouvez restreindre les droits de la déclaration en vertu pour protéger d'autres textes internationaux. On peut restreindre les droits uniquement pour protéger les droits fondamentaux, par exemple les droits des peuples autochtones. Voilà, donc ça c'est le contenu de la déclaration. Et je vais donner juste quelques exemples de mise en œuvre. 2 minutes. Donc en fait, il y a une mise en œuvre qui est et donc, il y a par exemple l'Équateur l'année passée qui a intégré toute la déclaration dans son droit national. Vous pouvez aussi évidemment faire des formations sur la déclaration. Et un autre moyen de promouvoir la déclaration, c'est de revoir certains articles. Et donc la Colombie l'année passée a reconnu le droit à la terre et au territoire des paysans et paysannes, comme dans la Constitution aussi. Et donc voilà, on a aussi un projet au niveau européen, par exemple, sur le droit aux semences, donc depuis 6 ans maintenant, avec les organisations paysannes et beaucoup d'autres acteurs. On essaye pour la première fois que l'Union européenne reconnaisse le droit aux semences paysannes, qui n'a jamais été reconnu dans le droit européen, passer à des négociations sur la réforme, sur les normes sur la commercialisation des semences, et on aimerait que ces systèmes paysans de semenciers soient reconnus par l'Union européenne, avec des critères différents pour enregistrer, parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà, c'est des exemples. Et puis après, au niveau international, il y a un cas. Alors, donc là, il y a jurisprudence. Et si vous allez sur jurisprudence dans notre site, il y a un cas, par exemple, où le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui surveille la mise en œuvre des droits civils et politiques pour les 170 États qui ont ratifié le pacte, dont la France et tous les pays européens. Le Comité des droits de l'homme a interprété le droit à une vie familiale comme comprenant le droit à la terre, le droit à la pêche. Dans un cas, par exemple, famille paysanne avec sa terre qui a été polluée, le comité a donné raison à cette famille paysanne et a reconnu que le droit à la vie familiale, il y a tous les droits des paysans, par exemple, à la terre et aux pêches. Et donc, ça s'applique à tout. Ça peut s'appliquer potentiellement à tous ces États qui ont ratifié ce pacte, donc 170 États, donc tous les États de l'Union européenne. Et la membre française du Comité des droits de l'homme, Hélène Triguccia, a joué un rôle très important, c'est elle qui a rédigé un peu cette décision. Et voilà, donc aussi un rôle important de juriste français dans ce processus. Et donc la dernière chose qui est arrivée, c'est la création l'année passée de ce livre de travail externe, 5 experts. Très important. Et donc, il faut commencer à travailler, on peut faire des missions de terrain, on peut sur la question de la rapporteur de la famille, et il faut se aussi voir faire des missions. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir pris un peu de temps pour m'attendre et maintenant un peu de temps pour m'écouter. Donc, avant de commencer, permettez-moi de remercier les participantes et participants à cette conférence, prometteuse, doit-on le dire, et appuyer mes remerciements pour professeur Ié, je ne sais pas comment on dit, mais se poser la question avec qui a dit qu'il organiserait une conférence académique sur le droit des paysans. Il l'a dit, il l'a fait. Donc, on en est la preuve aujourd'hui. Et je tiens également à remercier les représentants de SOS Fin, sans qui cette conférence n'aurait pu avoir lieu. Donc, notre président, Raymond, et les cerveaux du pôle information et sensibilisation qui se reconnaissent. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Alexandre Mortelette, je suis chercheur doctorant en sciences politiques à la chaire UNESCO en droits de l'homme, donc c'est sur l'autre campus de l'université, à Belleval, un peu plus loin. Mais j'ai également une double casquette, parce que je représente aussi
SOS Fin. Je fais partie de son conseil d'administration depuis environ un an. La présentation que je tiens ici à vous présenter, je la présente avec une casquette de politologue. C'est important de le préciser avant de connaître la teneur de ma présentation. Je vais vous parler de la Déclaration des droits des paysans sous l'angle de l'approche expérimentaliste des droits humains, qui est le cadre théorique que j'utilise pour ma thèse doctorale, donc ça tombe très bien. Pour ce faire, la structure que je vais m'atteler à suivre est la suivante. Je vais commencer par une courte introduction, cherchant avant tout à faire le point rapide sur l'état des systèmes internationaux en droit humain et sur la production de normes qui leur incombent. Je vous présenterai ensuite le contexte d'expérimentalisme, qui est à la base un concept, une doctrine philosophique basée, vous l'aurez deviné, sur l'expérience et qui a donné naissance à une théorie de gouvernance transnationale. J'enchaînerai avec l'approche expérimentaliste appliquée aux droits humains pour ensuite vous montrer en quoi le processus d'adoption, mais également de mise en œuvre partiellement entamé de l'UNDROP peut présenter un certain intérêt à observer sous l'angle de cette approche expérimentaliste. Et on finira par une petite conclusion et une discussion. Alors, les droits de l'homme en général et le système international des droits de l'homme en particulier ont été de plus en plus attaqués ces dernières années. C'est ce que rappelle De Burca dans un article de 2017. Certains auteurs parlent même d'une ère de retrait politique de l'internationalisme libéral et des institutions internationales, accompagnée de bouleversements géopolitiques. On peut citer le Brexit, l'élection de Donald Trump, la résurgence des conflits aux portes de l'Europe en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, et de la propagation mondiale de la démocratie illibérale et le retrait de plusieurs États africains de la Cour pénale internationale. Alors, ces événements ont conduit à une défiance grandissante vis-à-vis des organismes internationaux, on l'a encore vu très récemment, et font émerger un constat de limite du droit international. En ce qui concerne les systèmes internationaux de droits de l'homme, De Burca concentre 4 critiques, que sont l'ambiguïté et le manque de spécificité des normes en droits de l'homme, dans le sens où les normes en droits de l'homme sont jugées floues et insuffisamment spécifiques, ce qui peut entraîner des interprétations variables et une application non uniforme. On leur reproche également les faibles mécanismes de mise en œuvre. Il est reproché au système international des droits humains de manquer de mécanismes efficaces pour faire respecter les normes des droits de l'homme, ce qui limite leur efficacité. Aussi, les critiques parlent de l'inefficacité et le manque d'impact. Les critiques affirment que les lois et institutions des droits humains ne parviennent pas à résoudre de manière efficace les violations des droits humains, ni à provoquer des changements significatifs dans la réalité. Enfin, on reproche aussi la revendication universaliste et leur imposition hégémonique. Certains craignent que la revendication universaliste des normes des droits de l'homme ne conduisent à leur imposition sur des cultures diverses, sans tenir compte des contextes et spécificités locales. D'autres critiques, alimentées par des auteurs très connus de la discipline des droits de l'homme, comme Moyne, Hopgood ou Posner, font état, par exemple, de la critique de sélectivité et du double standard. Certains critiques accusent les institutions internationales de droits de l'homme de faire preuve de partialité dans leur traitement des violations des droits de l'homme, en étant plus sévères envers certains pays ou groupes que d'autres. On parle aussi du manque de représentativité et de légitimité. Il est parfois apporté que les organes et institutions internationales des droits de l'homme ne représentent pas équitablement la diversité des cultures et des perspectives du monde, ce qui remet là encore une fois en question leur légitimité. On parle également du manque d'autorité des organes des droits de l'homme, accru par une dépendance excessive aux États. Il est reproché à ces organes de dépendre excessivement de la coopération des États pour la mise en œuvre des normes décidées, ce qui tend à compromettre leur incapacité à agir de manière indépendante et efficace et à appuyer les décisions prises avec une certaine forme d'autorité. Et enfin, on parle aussi du déficit de responsabilité, dans le sens où certains estiment que les acteurs internationaux des droits de l'homme ne sont pas suffisamment tenus responsables de leurs actions, ou de leur manque d'action d'ailleurs,
ce qui pourrait affaiblir la reddition de comptes et la confiance dans le système. Alors, les changements géopolitiques qu'on a évoqués juste à l'instant, les critiques des universitaires qu'on vient de présenter, ont remis en question l'efficacité des institutions et des normes en matière de droits de l'homme. Les critiques portent, comme on l'a vu, sur l'ambiguïté des normes, la faiblesse des mécanismes d'application et l'imposition de normes universalistes et des cultures diverses. C'est en partie pour répondre à certaines de ces critiques et de ces points de critique que De Bourcqa a proposé l'approche expérimentaliste appliquée aux droits de l'homme et que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant, il est important de rappeler qu'à l'origine, cette approche expérimentaliste appliquée aux droits de l'homme, elle se base sur le concept de l'expérimentalisme. Alors, l'expérimentalisme, il est tiré de la notion de pragmatisme, en naissance chez John Dewey dans les années 30, qui s'apparente à une méthode considérant que n'est vrai que ce qui fonctionne en réalité. Les expérimentalistes soutiennent que les concepts politiques et moraux naissent d'un conflit et considèrent donc l'expérience et l'histoire comme essentielles. À titre d'illustration, la science politique expérimentale est l'utilisation d'expériences qui peuvent être naturelles ou à l'inverse contrôlées pour mettre en œuvre la méthode scientifique en sciences politiques. La théorie de la gouvernance multiniveau, dite théorie de gouvernance expérimentaliste, qui voit le jour dans les travaux de Charles Sable dans les années 2000, apparaît particulièrement bien adaptée aux contextes transnationaux. C'est d'ailleurs pourquoi elle a souvent été utilisée pour les thématiques de gouvernance européenne. Et elle a trouvé depuis assez récemment une application adaptée au contexte des droits de l'homme. Et c'est cette application au contexte des droits de l'homme que je vais vous présenter juste maintenant. Alors, l'approche expérimentaliste des droits humains. On considère que c'est un processus récursif de définition et de révision d'objectifs provisoires fondé sur l'apprentissage par la comparaison d'approches alternatives pour les faire progresser dans des contextes différents. Cela donne donc lieu à un système itératif et participatif, où les politiques sont élaborées grâce aux interactions d'une série de parties prenantes de différents lieux et échelons dans un système à plusieurs niveaux, opérant pour mettre en œuvre un accord cadre communément partagé. On comprend assez facilement le lien avec les acteurs, les institutions, les normes droits de l'homme et la manière qu'on doit avoir de promouvoir et de définir ces normes. Alors, selon De Bourcqa, cette approche comprend 5 critères centraux que sont la participation des parties prenantes. Il faut que le processus soit participatif, soit ouvert à la participation. Il faut qu'il y ait un accord sur la définition générale du problème, une forme de consensus sur le problème à tacler, une contextualisation locale, donc la prise en compte de l'échelle locale, l'échelle au travers de laquelle généralement les violations de droits de l'homme sont issues, commises. On considère aussi comme critère le numéro 4 le suivi et l'examen par les pairs. On a une sans cesse remise en question des fondements, des objectifs et du cadre général. On va nourrir ce cadre général communément accepté avec des objectifs qu'on va essayer de réviser. Et enfin, la révision et l'apprentissage périodique qui complète un peu ce critère numéro 4 et qui comprend un pragmatisme, une adaptation, une itération, une adaptation aux spécificités, au contexte et aux expériences, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, cette approche expérimentaliste droit humain, comme le pense De Bourcqa, présente une corrélation supposée entre l'adoption de traités internationaux en droit de l'homme, des déclarations, et l'amélioration des standards en droit humain, en particulier dans les contextes politiquement libéralisés, avec, et ça c'est très important pour l'exemple de l'Europe, des sociétés civiles actives. De Bourcqa parle de la dynamique itérative de la promotion des droits de l'homme au niveau international, qui admet un rôle central des acteurs de la société civile
et qui insistent sur leur incapacité à obtenir ces résultats seuls. La société civile, que De Burkha considère aussi ici comme des activistes domestiques, elle fait partie d'un triptyque, donc ce sont 3 sets d'acteurs qui comprend les activistes domestiques, je ne sais pas si vous parvenez à lire, les institutions domestiques indépendantes et les institutions internationales de droits de l'homme et les réseaux transnationaux. Ces 3 acteurs qui, en collaborant, vont permettre la réforme en droits de l'homme et susciter une action soit par l'État, soit par le secteur privé. Parce que la norme n'est pas essentiellement une loi, un traité, une déclaration, une contrainte légale qui impose aux États. Elle peut aussi, on l'a vu avec la montée en puissance, par exemple, des contrats responsables, où on va intégrer, par exemple, des recommandations spécifiques sur les droits de l'homme et l'environnement dans des contrats, dans la plus petite échelle de la norme. Alors, je vais maintenant tenter de vous montrer, de vous présenter l'UNDROP sous l'angle de cette approche expérimentaliste droits de l'homme, en reprenant les critères et en regardant si, à l'aide d'une checklist, entre guillemets, si ceux-ci sont appliqués dans l'adoption de la Déclaration des droits des paysans. Alors, si on commence par le premier critère, qui est la participation ouverte des parties prenantes, je pense que Christophe nous l'a démontré. L'initiative du texte trouve son origine dans les revendications des mouvements paysans, défenseurs droits humains, des organisations de la société civile, que ce soit à l'échelle locale ou ici en Europe. On a vu des organisations de la société civile suisse, allemande, des réseaux transnationaux ici qui ont repris ces revendications, qui ont essayé de les faire grimper les échelons du politique vers l'international. Et la première version, comme l'a dit Christophe, de la déclaration, elle provient de la Via Campesina, dès 2008, et a été utilisée comme base légale tout au long de ce processus. Les revendications, elles ont été portées par ce qu'on appelle les grassroots organizations, donc les activistes à l'échelle la plus locale possible, mais également la société civile organisée à l'échelle européenne, mais on a vu aussi des chercheurs, des experts, des réseaux transnationaux, des organisations internationales, des institutions internationales de droits de l'homme et certains États, comme le disait tout à l'heure Christophe, qui ont pris le lead en tant qu'État indépendant dans ce processus. Et tous ces acteurs et ces revendications ont fini par atteindre les différents organes des Nations Unies destinés à l'élaboration d'une norme à l'échelle internationale. Donc on peut considérer que ce premier critère est rempli pour l'UNDROP et cette approche expérimentaliste. Et quand on regarde le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les activistes domestiques, les institutions indépendantes domestiques et les institutions internationales de droits de l'homme et réseaux transnationaux, on voit, par ce qu'on a décrit et ce que Christophe a tout à l'heure présenté, que tous ces acteurs étaient présents dans le processus d'adoption et de négociation de la Déclaration des droits des paysans. En ce qui concerne le deuxième critère, l'accord sur la définition générale du problème, encore une fois, on peut considérer que le contrat est rempli. Le problème central adressé par UNDROP, c'est la reconnaissance de la nécessaire protection, de la promotion des droits des paysans et des autres travailleurs ruraux, ainsi que la reconnaissance de leur contribution essentielle à la production alimentaire, à la préservation de l'environnement et à la sécurité alimentaire mondiale. En reconnaissant les droits spécifiques des paysans et des travailleurs ruraux, l'UNDROP vise à remédier aux multiples formes de discrimination, d'exploitation et de marginalisation auxquelles ces populations sont souvent confrontées et à garantir leur accès aux ressources, aux terres, à la sécurité alimentaire, à la justice sociale et à d'autres droits fondamentaux. Cet accord communément admis sur la vulnérabilité des populations paysannes et rurales et la nécessité de protection légale qu'elle implique a été construite et elle a été consolidée par différentes études. Christophe en a mentionné tout à l'heure, je crois qu'il y en a eu 3 au total, et des investigations du comité consultatif
des droits de l'homme qui ont permis de construire, de renforcer cette information et de confirmer cette situation critique pour les populations paysannes et rurales. En revanche, ce constat de vulnérabilité n'a pas empêché les voix contestataires de s'élever contre ce qui était considéré comme une approche spécifique des droits de l'homme, et je crois que le professeur Bierkrat va en parler cet après-midi, ce qu'on appelle les droits catégoriels. Ce sont des droits qui sont reconnus que pour une partie, que pour une catégorie de la population, ici, les paysans. Donc, une sorte de discrimination positive légale que certains n'ont pas empêché de critiquer. Ce point donnera lieu d'ailleurs à une réaffirmation dans le préambule de la déclaration qu'a mentionné tout à l'heure Christophe, que la promotion et la protection d'une catégorie de droits ne saurait en aucun cas dispenser les États de l'obligation de promouvoir et de protéger les autres droits. Ça, c'est important et je pense qu'on va en parler un peu plus en détail cet après-midi. Si on parle de la contextualisation locale, le critère, on peut considérer qu'il est partiellement rempli. Donc, le développement normatif autour de l'UNDROP, il trouve sa base à l'échelle purement locale, les mouvements paysans locaux, les réseaux organisés à l'échelle locale. On a parlé de toutes les zones du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Europe également. Et on peut considérer l'adoption de l'UNDROP comme révélatrice d'un nouveau type de processus. On parle de la vernacularisation à l'envers. Donc je vais vous expliquer dans un court instant ce que ça représente, mais c'est en gros là où on voit les revendications à l'échelle locale monter les échelons politiques vers l'échelle internationale et donner lieu à l'adoption de normes internationales, en l'occurrence ici une déclaration. Donc là, on peut considérer qu'en 11 ans, on a eu une vernacularisation à l'envers, où on est parti de la base pour arriver au sommet de la décision politique. Mais en revanche, il est encore trop tôt pour affirmer que la mise en œuvre de la déclaration, sa transposition contextualisée, prennent en considération les spécificités locales, tant celles-ci peinent à démarrer depuis 2018. Cette mise en œuvre de la déclaration a été fortement ralentie par la situation Covid-19 et par une certaine forme d'immobilisme qui suit après l'adoption d'un texte aussi symbolique soit-il comme l'UNDROP. Donc pour ce critère de la contextualisation locale, on est plutôt mitigé. Et pour vous représenter de manière plus visuelle ce que c'est que la vernacularisation à l'envers, selon Claes, un article de 2019. Donc là, on a le processus traditionnel, la vernacularisation. C'est quand on part du haut vers le bas. On a un système top-down, comme on l'appelle vulgairement, processus par lequel les normes mondiales telles que les droits de l'homme sont adaptées au contexte local, et on parle donc de localisation. Mais parfois, entre-temps, du sommet vers la base, on perd des petites choses en route, et on risque d'entailler aussi certains droits ou certaines reconnaissances. Et ce que présente Claes, c'est ce qui est révélateur avec cet exemple de l'UNDROP, c'est la vernacularisation à l'envers, où on est parti ici du contexte local. C'est un processus par lequel les militants de la base, les grassroots organizations, la société civile à l'échelle locale, ont réussi à insérer leur notion de droit dans le droit international. Donc on a bien évidemment ici l'inverse, c'est un système plutôt bottom-up. Même si je n'aime pas vraiment ce terme. 2 minutes. Pour parler du critère du suivi et de l'examen par les pairs, on peut considérer là aussi que c'est mitigé. Donc le processus de négociation a impliqué un retour d'informations continu de la part des parties prenantes avec des consultations organisées à différents stades. On peut aussi citer les organes formels comme le Universal Peer Review, les working groups, les groupes intergouvernementaux. Mais ce suivi et cet examen par les pairs a été dominé par les acteurs institutionnels, bien évidemment, c'est le jeu politique, ce sont les décideurs qui décident. Le fruit de cet examen, il s'est également confronté au jeu de la conception législative, la négociation, le compromis, le consensus. Certains considèrent, je ne sais pas si Christophe en fait partie, que le texte a été quelque peu affaibli au cours des années. On a perdu quelques éléments. En ce qui concerne la révision et l'apprentissage périodique, c'est pareil. On a vu par la présentation de Christophe tout à l'heure que même si on a vu des révisions constantes lors du processus de négociation, sa mise en œuvre, elle est un peu caduque pour le moment, elle peine à démarrer.
On a vu des exemples d'initiatives qui ont commencé à prendre en Indonésie, au Népal, en Palestine ou en Ouganda, pour citer des pays de tous les continents. L'Équateur qui a adopté une loi, le Costa Rica également en 2020, qui ont repris les fondements de l'UNDROP, et la procédure spéciale des Nations Unies pour l'UNDROP, qui a été mandatée fin 2023 et qui a été citée aussi tout à l'heure par Christophe. Donc pour refaire le bilan, on a ces critères centraux qui sont retrouvés à peu près d'une certaine mesure dans l'exemple de l'UNDROP, mais qu'il faut prendre avec quelques pincettes. Donc pour conclure, je pense que David va s'en réjouir. L'approche expérimentaliste apporte un angle novateur pour analyser le processus d'adoption de l'UNDROP, notamment grâce à l'accent mis sur la participation des acteurs de la société civile, la formulation des demandes par la base, ainsi que l'itération et l'adaptation. Elle offre un cadre adapté pour mettre en lumière la corrélation entre l'adoption de normes internationales et l'obtention de résultats positifs pour les droits de l'homme. Bien évidemment, cette corrélation n'a pas pu encore être confirmée parce que la mise en œuvre est latente pour la Déclaration des droits des paysans. D'après nos conclusions, les initiatives bottom-up avec implication active des organisations de la société civile, alimentées par la révision, l'itération, reprennent des traits de la gouvernance expérimentaliste. Et enfin, la gouvernance expérimentaliste propose une théorie de l'efficacité causale des traités relatifs aux droits de l'homme, c'est ce que pense de Bourda, et suggère des pistes de réforme pour d'autres régimes de traités relatifs aux droits de l'homme, en vue de les rendre plus efficaces dans la pratique. Et je pourrais citer un autre exemple, ce sont les plans d'action nationaux qu'on adore ici au Luxembourg notamment. Dans ce sens, il sera pertinent de poursuivre l'analyse quand le processus de mise en œuvre de l'UNDROP sera plus abouti, dans quelques années peut-être, afin de dire si oui ou non la Déclaration des droits des paysans, adoptée grâce à la participation active et ouverte des parties prenantes, l'itération, l'enseignement pragmatique, l'adaptation, la réadaptation, la considération du contexte local, permet de manière effective des résultats positifs pour les droits humains des populations paysannes et rurales. Affaire à suivre donc. Si vous avez des questions, je les accueille bien volontiers. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et pour votre sagesse. Donc moi j'ai une question pour Christophe concernant les rapporteurs, est-ce qu'ils ont été nommés? Et j'ai aussi une remarque pour Alexandre. Quand tu nous dis, Alexandre, que les normes internationales ont du mal à être mises en œuvre, hein, il y a un problème ici, c'est pas le cas pour toutes les normes internationales, parce que le droit du commerce, lui, il est au contraire très vigoureusement mis en œuvre, aussi bien au niveau des traités de libre-échange que on le voit sur la problématique de la commercialisation des semences avec l'Union européenne. Voilà, donc on a une égalité de force à ce niveau-là, je pense. Merci. Donc, cette procédure a été créée en octobre l'année dernière. Et les membres ont été, voilà, il y a plusieurs à se présenter. Et les 5 personnes ont été désignées le 15 avril, donc il y a une semaine. Et donc, voilà, non, le 5 avril, excuse-moi, il y a 2 semaines. Donc, pour l'Europe, c'est Geneviève Savini, qui était membre de la Confédération paysanne et ECVC. Pour l'Amérique latine, c'est un Colombien qui est professeur, qui est proche qui a conseillé le gouvernement sur les avancées en Colombie, qui est apparemment très bien. En Inde, c'est une personne de la société civile de Global Focus on the Global South, c'est une ONG, qui a participé aux négociations, qui est plusieurs fois venu à Genève, qui apparemment aussi était quelqu'un de bien. Et on connaît pas les 2 autres. Pour l'Europe de l'Est, c'est un Arménien qui, on a compris, proche du gouvernement. Et pour l'Afrique, c'est une professeure aux États-Unis qu'on ne connaît pas non plus. Donc voilà, mais les personnes ont été nommées, oui. Et officiellement, elles commencent le 1er mai leur travail. Maintenant, il y a une crise budgétaire, il y a 51 pays qui n'ont pas payé leur cotisation à l'ONU, donc les sessions sont suspendues. Enfin bref, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, officiellement, ils commencent leur travail le 1er mai. Leur mission, ça comprend, comme le rapporteur sur le droit de l'alimentation par exemple, seulement qu'ils sont 5, mais ils peuvent faire des missions de terrain, donc voilà, de plusieurs semaines dans un pays et ensuite un rapport présenté devant tous les États sur la mise en œuvre de la déclaration dans le pays.
ils doivent faire 2 rapports thématiques par année, un à Genève, un à New York. Et ensuite, ils peuvent aussi recevoir, comme je dis, communication, donc des cas de violation, pour prévenir des violations. Ce qui est bien avec les rapporteurs spéciaux de l'ONU, c'est qu'il n'y a pas besoin d'épuiser les voies de recours internes, comme c'est le cas devant les organes de traité ou les cours au niveau régional. Juste une toute petite une réaction par rapport à la remarque très juste de Michel, comme à son habitude. Je pense que c'est révélateur, quand on parle des normes internationales, bien sûr, il y a plusieurs types de normes internationales. Et là, quand on parle des droits humains, thématique des droits de l'homme, ce concept presque philosophique et moral, et parfois des droits économiques, pour faire un raccourci. Je pense que ça révèle aussi la nécessité parfois de savoir lier les deux, et c'est ce qu'on a vu pour rebondir sur un autre sujet, un autre type de texte, sur le devoir de vigilance, où on a cette imbrication de l'économique et des droits de l'homme, qui, je pense, est révélateur de l'évolution du monde et de cette nécessité de traiter les deux thématiques ensemble, parce que là, on parle des violations des droits de l'homme dans le cadre des activités économiques extérieures, dans les chaînes d'approvisionnement, dans les chaînes de valeur, chez les sous-traitants et les petites mains, en fait, de la production. Donc voilà, je pense que tu as raison, ta remarque est pertinente. Ça, on constate de toute façon qu'il y a des écarts de mise en œuvre sur les sujets entre guillemets plus économiques et les autres un peu plus moraux. Mais parfois, on arrive à faire les deux, même si c'est imparfait. Donc, il faut encourager et continuer ces efforts d'implication de ces deux pans, aussi essentiels soient-ils pour notre société. Oui, bonjour, Aude Solveig-Epstein de l'Université Paris-Nanterre. J'avais une question sur l'article 16, alors peut-être plutôt pour Christophe, mais après tout, peut-être ça s'adresse aux deux intervenants. En présentant l'article 16, Christophe, alors tu n'avais pas beaucoup de temps, mais tu disais c'est un droit, ça garantit un droit à un revenu suffisant pour les agriculteurs. En parcourant le texte, c'est un peu plus subtil que ça, finalement. C'est un devoir pour les États de mettre à la disposition des agriculteurs des installations, notamment de transformation, qui leur permettent d'accéder in fine à un revenu de subsistance. Mais on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de devoir pour les États de mettre à disposition ces installations, et puis qu'il n'y a pas de garantie de revenus décents à la clé. Et je me demandais si c'était possible d'en savoir un peu plus sur le contexte qui a conduit à formuler les choses de cette manière-là, sur le type de mode de mise en œuvre pour les États pour réaliser cette incitation qui leur est faite, et puis sur l'absence de devoirs corrélatifs pour les entreprises de l'agro-industrie en matière de garantie d'un revenu décent pour les producteurs. Okay. Donc en fait, le droit à un revenu suffisant pour les travailleurs agricoles, c'est dans un autre article de la déclaration. Là, en effet, c'est le droit à un revenu pour les paysans et paysannes du produit de leur travail. Et si tu regardes la déclaration originale de la Via Campesina, eux, ils disent un droit, ils voulaient le droit de définir des prix rémunérateurs. En gros, on leur a dit, vous avez le droit de proposer des prix, mais s'il n'y a pas d'acheteurs enfin bref. Donc en gros, la conclusion, c'était de dire qu'il fallait qu'il y ait un rôle de l'État qui est un prix équitable pour les producteurs. Donc c'est vrai que ça tourne autour du prix un peu cette disposition. Et donc en fait, on l'utilise par exemple en Suisse pour dire que, parce qu'en Suisse, il n'y a pas du tout de régulation des prix de l'alimentation, c'est complètement libre. Et donc, on a deux distributeurs qui contrôlent 80% de la distribution en Suisse, duopole, et donc en fait ils décident totalement librement du prix qu'ils payent aux producteurs et des marges qui se font. Il n'y a aucune transparence et aucune obligation de transparence. Donc nous on utilise cet article pour dire la Suisse a accepté la déclaration. Dans cet article, il y a une obligation de l'État on sait que c'est une déclaration, mais bref, il y a un engagement de l'État de réguler ce secteur privé et d'assurer une information sur les prix et un revenu, un prix décent suffisant pour les agriculteurs. Donc voilà, on utilise ça. Sur les entreprises, en effet, c'était une décision de ne pas mentionner les entreprises dans tout le texte, parce qu'on savait qu'il y avait une négociation d'un traité contraignant en parallèle et qu'on serait tout de suite
Dès que le traité sera adopté, nous, on ne sera plus en accord. Bref, donc en fait, c'est dans l'article 2, il y a une obligation de l'État de réglementer les entreprises sur son territoire pour qu'ils respectent la déclaration, mais il n'y a pas d'obligation directe pour les entreprises. Merci. J'ai une question pour Alexandre. Je m'appelle David Howard, je suis un prof en sciences politiques ici à l'Université de Luxembourg. À votre avis, Alexandre, est-ce qu'il y a des limites, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des effets néfastes ou les aspects néfastes de l'application de l'expérimentation aux droits des paysans? Est-ce que ça pourrait mener, par exemple, aux dérives les problèmes quelconques on peut avoir des expériences qui ne mènent à nulle part et qui créent des mauvais précédents, par exemple? C'est une très bonne question parce que si on considère l'approche expérimentaliste donc pour décrire l'UNDROP ou plus généralement pour parler du droit des paysans et qu'on se concentre sur l'expérience, c'est sûr que là on est à double tranchant parce que l'expérience, on sait qu'elle peut être influencée par différents types de facteurs et d'acteurs. Et je pense qu'il ne faut pas prendre dans cette approche expérimentaliste, quand on parle des droits des paysans et des droits spécifiques en droit de l'homme, ici en l'occurrence pour le droit des paysans, des personnes vivant en zone rurale, je pense qu'il ne faut pas prendre cet élément de l'expérience comme un critère à part et le considérer seul. Il faut considérer toute cette dynamique autour de l'approche expérimentaliste et surtout l'approche expérimentaliste appliquée aux droits de l'homme, donc les 5 critères que j'ai présentés. En fait, de Bourka, ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas avoir les 5 critères pour avoir une forme de gouvernance expérimentaliste parfaite, et donc peut-être pas empiéter sur les droits des paysans dans ce cas précis, mais si on a un semblant de checklist complète avec ces différents critères, alors on se rapproche d'un type idéal de gouvernance expérimentaliste. Donc l'expérience elle-même, ça c'est évident qu'on sait tous que c'est un exemple, et je crois qu'en sciences politiques, ou alors pour la thématique de la gouvernance de l'Union européenne, on a montré que ça pouvait être néfaste, comme on dit, pour les destinataires de ces politiques. Donc je serais un peu plus alarmiste, il faut quand même faire attention. L'expérience, oui, mais en prenant en considération les autres critères qu'on a dépeints, et avant tout la participation ouverte de toutes les parties prenantes. C'est selon moi, et c'est pour ça que c'est le premier critère. Juste pour conclure sur ce point, c'est vrai que l'expérience, pour reprendre le concept scientifique, l'expérience peut avoir des effets néfastes, comme on peut le laisser penser, mais aussi des effets bénéfiques. Je pense que dans les pays qui ont entamé ce processus de transposition, par exemple au Luxembourg, pour vous dire, l'expérience du pays a fait qu'on s'est dit, il n'y a peut-être pas de paysans au Luxembourg, qu'est-ce qu'on va faire? Au début, on s'est posé la question, on va appliquer, on va transposer cette déclaration dans la loi nationale, on était très ambitieux, peut-être un peu bête à l'époque, et ensuite on a dit, mais on va se focaliser sur l'article 19, qui est le droit aux semences, et donc, c'est cet usage de l'expérience, de l'itération, là encore une fois, de cette dynamique constante qui permet en fait de réviser ces objectifs finaux. Une chose qui m'a frappé tout de suite sur cette question d'expérimentalisme, c'est, tiens, ça me fait penser au système de common law. Je suis soliciteur d'Écosse, je me suis dit, parce que en fait là, il y a des cas, les gens ont un problème, ils viennent et c'est la vie qui vient vers les tribunaux pour trouver des solutions. Système common law, on peut avancer avec de nouvelles solutions, avec de nouveaux cas, en prenant toutes les notions de justice, etc., etc. Une autre chose qui m'a frappé, c'est que cette notion d'expérimentalisme, pour moi, ça propose un cadre. Et on vécu dans les institutions communautaires européennes, on fait une nouvelle législation qui est vide. On a la volonté, on sait un peu, on aime les objectifs, mais le texte
linguistiquement vide, mais c'est les faits qui donnent la vie et le sens à chaque texte. Et il me semble qu'il y a un lien entre cette approche avec l'expérimentalisme. Et ce serait intéressant pour moi, il y a les 5 critères de base, de pouvoir en fait aller plus loin et de construire une sorte de méthode pour faire une analyse dans ce contexte-là. Et ce genre de choses qu'on fait à la Commission européenne quand on veut savoir est-ce que l'État a vraiment mis en œuvre une directive ou autre chose, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Donc, ça, c'est ma réaction et je trouve que c'est intéressant et je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Et je ne sais pas si tu aimerais ajouter encore quelques mots sur cette approche générale. Tu as raison. Et en fait, il faut considérer cette approche expérimentaliste. En fait, l'approche, elle nous sert à quoi? Elle nous sert soit à décrire, elle nous sert soit à analyser et comprendre, ou elle nous sert à prédire. Et par exemple, de Bourka, elle dit, elle peut nous servir à corriger certains modes de fonctionnement. Elle parle du système de traité onusien. Elle dit, bah voilà, si on reprend les pans de l'approche expérimentaliste, on peut corriger certains shortcomings de ce traité, de ce système de traité. Donc il faut pas considérer l'approche expérimentaliste comme autre chose que ça, comme un outil qu'on peut utiliser pour différentes fonctions. Et je pense que ça décrit plus généralement dans notre monde moderne, entre guillemets, la façon qu'on a de trouver des règles pour des sujets qui sont parfois différents en fonction du contexte, qui sont moraux, philosophiques, qui sont en fait sujets à l'interprétation, comme c'est le cas des droits de l'homme en général ou des droits des paysans. Nous, notre approche droits de l'homme en Europe, elle est peut-être différente de celle dans certains de nos pays partenaires ou autres. Donc, je pense que c'est utile pour le cadre général de normes en droits de l'homme, surtout depuis le milieu des années 2010. On a prolifération de ce genre d'exemples ou de déclarations. Alors, c'est une question de juriste bête, de droit continental, qui a un peu de mal à pénétrer cette approche expérimentale. Donc, si on parle Alexandre, parce que au final, le texte qui compte, c'est le texte qui est mis en œuvre et qui est appliqué. Et toutes les histoires de participation qui sont très sympathiques, enfin, je fais de la caricature, hein, mais en fait, on s'en fout en droit. Et donc, est-ce que, et c'est exactement ce qui se passe avec les droits du commerce international, enfin, il est peut-être pas participatif, mais n'empêche que celui-là, il est en vigueur. Hein. Et donc, qu'est-ce que l'approche politiste apporte au droit ici? Non, c'est pas la... Non, mais dans le cas très précis. Hein, Ça sera traité dans une autre conférence. C'est 2 mois à 10. Ah, mais je pense que c'est important. Et je connais ton attrait pour intellectuel. Je m'en étonne pas, mais tu as raison. Mais en même temps, ici, ce qui est important de rappeler, c'est que sans participation ouverte des participants, sans cette échelle locale qui fait émerger des demandes, pas de texte en 2018. Donc, peut-être que le texte incombe au final, mais monsieur, il n'y aurait pas de texte en fait sans ces petits éléments qu'on utilise après coup pour l'analyse du processus d'adoption. Ça, je te l'accorde, c'est une grille d'analyse et on regarde, bon, bah, là j'ai fait ma checklist, le critère 1 est rempli, le 2 aussi, le 3 plus ou moins. Mais c'est important pour rappeler les éléments qui ont permis. Enfin, l'undrop, c'est quand même assez unique hein, dans l'histoire du droit. Mais sans la participation ouverte, sans la contextualisation locale, sans ce principe de révision, c'est des éléments qui ont été apportés par Christophe, il n'y aurait pas au final de déclaration des droits des pays. Donc, pour ajouter un autre élément juridique, je pense en droit international, il y a un homme,
on a aussi juridiquement quelques éléments qui relèvent de la théorie expérimentaliste. Rien que le fait, par exemple, qu'on ait d'abord une déclaration universelle des droits de l'homme qui a influencé ensuite des instruments obligatoires qui par la suite ont été accompagnés de protocoles facultatifs renforçant les mécanismes de contrôle. Ça sont déjà des éléments où on avance pas par pas pour ne pas tout de suite exiger des États des contraintes qu'ils n'accepteront jamais, donc d'avancer de manière pragmatique. Et donc le pragmatisme, cher aussi au Luxembourg et à moi-même, je crois que c'est utile. Et autre instrument en droit international sont les réserves. On permet aux États de faire des réserves, même pour des raisons parfois contestables. Par exemple, des réserves qui sont motivées purement par une volonté souverainiste ou inspirée par une religion dominante, mais on leur permet de le faire. Et on constate plus tard que souvent ces réserves sont retirées parce que les États se rendent compte qu'ils n'en ont plus besoin. Donc le système avance pas par pas, un petit peu de manière expérimentale. Donc je trouve que même en droit, on peut le constater. Même sur l'appui des États, si je peux me permettre, en 2018, il y avait moins d'États qui ont accepté ce texte au Conseil des droits de l'homme que l'année passée, la création du groupe de travail. Et par exemple, des États comme la Belgique et l'Allemagne ont voté pour l'année passée et ils s'étaient abstenus en 2018. Donc il y a eu une progression et on n'a jamais vu dans l'histoire de progression inverse. C'est-à-dire que la déclaration sur les droits des peuples autochtones, quand elle était adoptée en 2007, il y avait des États qui ont voté contre, beaucoup d'États qui se sont abstenus et aujourd'hui c'est l'unanimité par consensus que ces textes, des résolutions sur promouvant la déclaration soient adoptées. Alors moi j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure dans l'approche expérimentale qui vise aussi à corriger. Et il y a eu une question tout à l'heure où le collègue demandait est-ce que cette approche n'a pas de conséquences quelque part. Finalement, moi je me demande est-ce que dans l'approche expérimentale on met l'accent sur la nécessité de réajuster l'expérience de laquelle on veut s'inspirer. C'est pas vraiment ça, mais c'est réajuster en se basant sur l'expérience. En fait, on regarde si ça prend, si ça marche et ça prend, pas besoin de réajuster. Mais ce réajustement, il se fait par l'expérience. Après, c'est un terme un peu galvaudé quand on parle de l'approche expérimentaliste et de l'expérience. L'expérience, ça veut tout et rien dire. Et c'est pour ça que je pense que c'est parfois, pour certains d'entre vous, difficile à comprendre parce que l'expérience, qu'est-ce que c'est que je crois que c'est juste un terme marketing qui a été utilisé pour pousser cette approche. Mais voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est une question de pragmatisme, c'est une question d'adaptation, d'itération. On va répéter, on va reprendre, on va réajuster, on va réadapter, mais en fonction de quoi? En fonction du ressenti. Le ressenti, c'est ce qui est ici communément dépeint comme l'expérience. Mais vous avez raison. Mais le but, c'est d'éviter justement ces côtés néfastes, ou du moins de tenter de les corriger. Donc, il y a un risque, pour reprendre la question de professeur Avant, il y a un risque même, parce que parfois on n'a pas la bonne recette et on a des aspects néfastes. Est-ce que je peux offrir aussi un point de vue d'administrateur ayant vécu dans le service public toute ma carrière? Pour moi, c'est en anglais navigating a bog, naviguer un marais. On est là, il y a cet espace d'inconnu. Et au fond, on ne sait pas ce qui risque de se passer. Donc, on est là pour prendre des décisions et on va où on a une certitude approximative que ça va marcher, qu'on peut pouvoir gérer la situation globalement dans l'État ou internationalement. On ne ferme pas, le terrain est solide, ça marche et ça veut dire qu'on peut avancer encore un terrain. Et c'est ça pour moi le contexte international aussi. C'est qu'on est là, personne n'est vraiment sûr parce qu'on a des idées, les mots sont vides et on ne sait pas vraiment quel sens on va donner, comment la population, l'industrie, tout le monde va réagir. Avec le vécu, on sait qu'on peut avancer et c'est un peu comme ça. Et c'est dans cette optique-là que je vois cette approche expérimentaliste où c'est toujours ce retour. En effet, par exemple, la pollution de fumée qui a commencé en Irlande. Dans les pubs, on ne savait pas si les gens allaient refuser de venir dans les pubs parce qu'ils ne pouvaient pas fumer ou pas. Mais en fait, c'est bien passé parce que tout le monde accepte tout de suite. Et grâce à ça, on a pu avancer. D'autres pays ont aussi
français. Donc pour moi, c'est un peu dans cette optique-là que je vois cette méthode et ça m'intéresse. Et peut-être juste pour conclure quelques mots brefs, le processus ne s'est pas arrêté à l'adoption de la déclaration. Même s'il s'applique à tous les pays, même ceux qui se sont abstenus, maintenant la transposition, elle est centrale. Et c'est aussi le propre du droit international. C'est que maintenant, bon, il y en a beaucoup qui se sont cachés derrière cette décision d'avoir une déclaration adoptée. Mais maintenant, l'étape d'après, elle compte. C'est là où l'expérience va compter au final. Ça a compté pour l'adoption, mais ça compte pour l'implémentation, la mise en œuvre. Ça, c'est important. La transposition et dans le droit national, notamment, ça va être central pour ensuite répondre à toutes ces questions qu'on a évoquées là maintenant.